Vanessa est sortie sur le balcon de l'immense maison et a regardé de plus en plus de gens se rassembler pour la fête. La fille a toujours pensé que le monde entier était une terre magique et sa vie une fête sans fin. Ses parents l'ont arrachée, à ses pensées et à ses rêves. Et elle a tourné la tête à contre-cœur. Son père et sa mère étaient très riches et Vanessa ne s'était jamais demandé d'où tout cela venait. Elle adorait simplement ses parents, qui la choyaient toujours et ne lui refusaient jamais. Rien. La fille ne se demandait pas non plus qui ils étaient vraiment, jusqu'au jour où il fut trop tard. Soudain, à la surprise générale, un incendie s'est déclaré dans la maison et il s'est propagé si violemment que les gens ont à peine eu le temps de s'enfuir. Ce soir-là, la fille a pensé pour la première fois que ses parents avaient des ennemis, ou qu'ils étaient eux-mêmes les ennemis de quelqu'un. En un instant, une arme est apparue dans les mains du père et de la mère de Vanessa, et le père a demandé d'un ton autoritaire à la nounou d'emmener leur fille loin d'ici. Barbara a immédiatement saisi l'adolescente dans ses bras et, fermant les yeux, s'est enfuie en traversant les zones en feu de la maison. Elle a réussi à sauver Vanessa, mais tout était fini pour ses beaux parents ce jour-là, et la fille s'est retrouvée seule. Les larmes n'arrêtaient pas de couler sur son visage. Elle ne pouvait pas croire que ses parents n'étaient plus là, et la nounou lui a demandé de la suivre, en encourageant l'orpheline. La nounou lui a promis qu'il pourrait la rendre très forte, encore plus forte que ses parents. Vanessa ne voyait la nounou que comme quelqu'un de fort pour le moment, mais elle n'était forte que pour protéger les enfants dont elle avait la charge. En même temps, Barbara pouvait apprendre à la jeune fille à protéger elle aussi des enfants comme elle. Au début, la fille ne comprenait pas très bien ce que la nounou voulait dire, car elle venait de perdre ses parents et se retrouvait seule. Mais ensuite, elle a réalisé qu'il n'y avait pas lieu de désespérer et qu'elle avait toujours fait confiance à Barbara. Alors elle a accepté de devenir son élève. Après cet événement, Vanessa a passé les 8 années suivantes dans une académie d'élite pour nounous, dont l'emplacement était secret. Madame Barbara Strike l'avait prise sous son... Elle l'avait élevée et formée, et maintenant, elle se sentait beaucoup plus forte après ces années. Cette femme est devenue la directrice d'une académie d'élite pour nounous, ce qui a même plu à Vanessa. Et maintenant, après de nombreuses leçons et entraînements, la fille était prête à passer lors de la première mission sérieuse. Peu avant sa visite chez la directrice, Barbara discutait d'une offre généreuse avec un certain monsieur Parallon. La directrice a promis qu'avec un tel salaire, il serait en mesure de fournir les meilleurs employés avec de nombreuses années d'expérience. Mais cette personne avait besoin d'un travailleur spécial qui n'avait jamais travaillé avec quelqu'un auparavant. Barbara a sorti une liste d'employés qui étaient en lice pour la première mission et l'a présentée au client. Monsieur Parallon se demandait si toutes les personnes dont les noms figuraient sur la liste étaient compétentes. La directrice a certifié que tous leurs diplômés maîtrisaient toutes les compétences de base. Ils étaient tous très versés dans le développement de la petite enfance. Et la psychologie. Il était également important que les employés sachent comment prodiguer les premiers secours aux victimes. L'autodéfense était également enseignée ici, afin que les employés aient la possibilité de protéger l'enfant au bon moment. Il était considéré comme important que tous les employés sachent bien conduire une voiture et d'autres véhicules. La cybersécurité revêtait également une grande importance. Les employés étaient donc formés en informatique. Barbara a également mentionné les qualités requises en matière d'entretien ménager, de planification financière, de politique, et plus encore. Puis la directrice a demandé à M. Parallon pourquoi il avait besoin d'une nanny d'élite. Oscar Parallon s'est souvenu comment, 2 semaines auparavant, il avait parlé à une personne. Celle-ci avait admis avoir commis une erreur impardonnable devant son maître et avait promis de tout arranger. Mais Oscar n'avait besoin que des registres. Il allait présenter une facture au coupable et il devrait la payer. Puis, M. Parallon a dit qu'il préviendrait ce Jack quand il aurait besoin de ses services. Puis il a ajouté qu'il avait besoin de plus de lait pour le moment. Mais Jack ne l'a pas tout à fait compris. C'est juste que son fils, Cody, adore le lait au chocolat. Et maintenant, Oscar exigeait que Jack en fournisse. Le garçon venait de s'approcher d'Oscar et l'homme se demandait pourquoi cet enfant était si nerveux maintenant. Mais l'enfant a pris une posture menaçante et a exigé une double portion de la part de Jack pour son oubli. Oscar a alors demandé au gamin pourquoi il ne se tenait pas tranquille comme promis, mais il avait aussi ses propres exigences. À ce moment-là, Jack est arrivé et, les mains tremblantes, a apporté une brique de lait. Demandant si elle était encore nécessaire, Oscar a crié que non. Mais Cody a confirmé sa commande et a tendu la main pour la prendre. Parallon a attrapé son fils.
l'a jeté sur son épaule et s'apprêtait à partir alors que celui-ci continuait de réclamer « du lait ». Et maintenant, assis dans le bureau, Oscar n'a pas donné de raison particulière. C'était juste que la mère de son fils n'était plus là et qu'il avait besoin d'une personne pour s'occuper de l'enfant. Barbara l'a assuré que son enfant était entre de bonnes mains et lui a ensuite demandé s'il voulait choisir quelqu'un en particulier. Oscar a commencé à regarder les dossiers avec les fiches des employés, mais il ne s'y est pas attardé trop longtemps. Très vite, il a désigné le CV de Vanessa qui, pour une raison quelconque, lui a plu. Sortant le papier, Oscar a exigé que cette fille en particulier soit engagée pour élever son fils. Cependant, la spécialité de Vanessa était la cybersécurité. Et la directrice lui a demandé s'il avait un grand réseau Internet chez lui. Ayant reçu une réponse négative, Barbara a déclaré que dans un tel cas, elle ne pouvait pas recommander l'employé. À la place, elle en a proposé une autre, qui parle également italien, et une autre qui connaît bien l'autodéfense. Mais Parallon n'a pas voulu en entendre davantage et a répété à nouveau qu'il voulait embaucher Vanessa. La directrice a regardé le client avec un certain reproche, mais elle ne pouvait tout de même pas le refuser car il payait bien. Bientôt, elle a appelé Vanessa, qui n'a pas tardé à arriver, se présentant immédiatement chez Barbara. La jeune fille, bien sûr, était inquiète car c'était sa première mission, mais elle était convaincue qu'elle réussirait. En entrant dans le bureau, elle a vu Barbara qui lui tournait le dos et n'était pas pressée de se retourner. Dans cette même position, la directrice a informé la jeune fille qu'on lui avait proposé une mission aujourd'hui et celle-ci s'était déjà réjouie. Sans hésiter, Vanessa s'est exclamée qu'elle était tout à fait prête et qu'elle l'était depuis très longtemps, mais Barbara l'a interrompue, avouant que ce n'était pas vraiment elle qui avait choisi la mission. Pour l'étudiante, celle-ci se demanda pourquoi, et la directrice, se tournant vers elle, expliqua que son client l'avait choisi lui-même. Puis Barbara s'est approchée de la table et sortant un dossier, a brièvement dit que cet homme s'appelait Oscar Parallon. En entendant ce nom, la jeune fille est restée perplexe car elle le connaissait très bien. Vanessa s'est souvenue d'un gros titre à la Sor, une du journal qui disait que les Parallon avaient riposté. C'était une famille mafieuse qui, selon la jeune fille, était impliquée dans l'incendie de sa maison il y a de nombreuses années. Barbara lui a immédiatement conseillé de ne pas accepter cette tâche car, bien qu'elle l'ait transmise, Vanessa avait le droit de refuser, mais la jeune fille ne pouvait pas refuser la première tâche après tout ce que l'ancienne nounou avait fait pour elle. En même temps, les souvenirs du passé l'ont submergée, et elle ne comprenait toujours pas pourquoi ils avaient fait ça. Jusqu'à présent, la jeune fille avait pensé qu'elle n'obtiendrait jamais de réponse, mais maintenant elle voyait qu'elle avait une chance. Elle se souvint des paroles de Barbara quand elle avait promis de la rendre plus forte, et maintenant elle était comme ça. Sans une seconde d'hésitation, Vanessa déclara qu'elle était prête à accepter la mission et à commencer immédiatement. La directrice elle-même doutait qu'il faille l'accepter à cause du passé de la jeune fille, mais c'est pour cette raison qu'elle a accepté. Vanessa a aussi pensé au fait que ce monsieur Parallon avait un jeune enfant et, comme ce n'est qu'un enfant, il a besoin de protection, et la jeune fille était prête à la lui fournir. De plus, Vanessa espérait découvrir la vérité sur ce qui s'était passé en ce jour tragique. Après cela, Barbara a de nouveau rencontré M. Parallon, et la seule chose qui l'intéressait était de savoir si la jeune fille avait signé le contrat ou non. La directrice a confirmé, et Vanessa elle-même avait déjà réussi à faire sa valise et était prête à partir avec son employeur. Et dès qu'elle est apparue sur le pas de la porte, Barbara a décidé de la présenter immédiatement à la personne pour qui elle allait travailler. Elle a prononcé son nom en entier, pendant qu'il se tenait un peu à l'écart, comme s'il ne voulait pas communiquer avec la future nounou. Cependant, il s'est quand même retourné et, maintenant, Vanessa pouvait voir l'homme avec qui elle allait devoir communiquer. Oscar était jeune et très beau, ce à quoi la jeune fille ne s'attendait pas, au point d'en oublier qu'elle devait dire bonjour. M. Parallon a décidé de rompre son silence et a demandé à Barbara si la nounou était seulement capable de parler. À cause de cette question, la jeune fille a pensé qu'il était un parfait idiot et a continué d'examiner son visage, puis elle a pris la parole, lui a tendu la main, l'a salué et s'est présentée. La jeune fille a également dit qu'elle était ravie de le rencontrer et de travailler pour lui, ce à quoi il a répondu de même. Après cela, Oscar a demandé à la jeune fille de s'asseoir dans la voiture quand elle serait prête.
Et pendant qu'il était parti, Barbara a décidé de revoir brièvement avec l'étudiante les tâches qu'elle devrait accomplir. La directrice a également rappelé à Vanessa de ne pas révéler de secrets et de ne pas mettre le patron dans une situation embarrassante, de ne pas pirater et de ne pas tomber amoureuse. Ce à quoi la jeune femme a promis qu'elle ne décevrait pas son mentor. Vanessa était sûre de pouvoir tout gérer et était déjà fière d'elle à l'avance. Alors, la conscience tranquille, elle s'est dirigée vers la voiture. Le chauffeur, Adam, s'est immédiatement approché d'elle et lui a proposé son aide pour mettre sa valise dans le coffre. Il trouva la jeune femme mignonne et décida de donner un petit conseil à la nouvelle employée. Pour son futur travail, il a conseillé à Vanessa de ne pas se laisser effrayer car l'enfant n'avait que 4 ans, mais elle n'avait peur de rien. Remerciant poliment l'homme pour son conseil, la jeune femme est allée prendre sa place dans l'appli. Voiture, là, elle a vu que M. Parallon était avec son fils, ce qui était un peu inattendu pour elle. Pourtant, elle s'est ressaisie et a immédiatement parlé au garçon, demandant tout de suite s'il était le fils d'Oscar. Le gamin a commencé à se présenter comme Cordal, mais son père l'a interrompu et a ajouté que tout le monde l'appelait simplement Cody. Vanessa n'a pas oublié la politesse et a exprimé à quel point elle était ravie de rencontrer ce garçon. Cody a alors dit à son père qu'il ne faisait pas confiance à cette femme et qu'elle sentait l'orange. Vanessa ne comprenait pas pourquoi le garçon disait ça et s'est même reniflée discrètement pour voir si elle sentait vraiment comme ça. Après cela, Vanessa a demandé à M. Parallon où il allait. Le garçon décida de devancer son père et révéla qu'il se rendait dans un grand manoir dans la Pete, ville des roturiers. Oscar décida de corriger un peu les paroles de son fils et expliqua qu'ils avaient récemment déménagé du sud du pays. La jeune femme pensa que c'était un long trajet pour qu'ils décident de déménager à Chicago, et elle sortit son ordinateur portable. Le propriétaire lui a immédiatement dit qu'il y avait le Wi-Fi dans la voiture si elle en avait besoin et elle a remarqué qu'il n'y avait même pas de mot de passe. Puis, Vanessa a entendu un clic et a immédiatement remarqué que le bouton sur la portière de son côté s'était abaissé. Oscar a tout de suite expliqué qu'il ne conduisait qu'avec les portes verrouillées pour des raisons de sécurité. La jeune femme a objecté, car si un incident se produisait, il valait mieux garder les portes déverrouillées. Elle a appuyé sur un bouton sur Watch. De son côté, M. Parallon a décidé qu'il avait raison et a de nouveau bloqué la porte. Il a ensuite expliqué que si les ravisseurs essayaient d'enlever son fils à un feu rouge, il serait préférable de le bloquer. Vanessa a compris son raisonnement et n'a plus discuté. Retournant à l'écran de l'ordinateur portable, à ce moment-là, Cody a décidé de demander si son père avait remarqué l'odeur d'orange alors qu'il se penchait vers la nouvelle employée. Au même moment, la jeune femme pensait au fait qu'il avait un Wi-Fi dans sa voiture sans mot de passe, alors qu'il était en train de donner des leçons sur la sécurité. Puis le garçon a commencé à regarder son ordinateur portable et lui a demandé ce qu'elle faisait. Vanessa a appuyé sur un des boutons sans plus d'explication et la vitre entre eux et le chauffeur s'est baissée. Adam s'est immédiatement tourné vers eux et a demandé au patron ce qu'il voulait, mais il n'avait besoin de rien. Et Cody a remarqué que sa nouvelle nounou était plutôt rusée et habile. Ensuite, Vanessa a de nouveau appuyé sur le bouton et la vitre entre eux et le chauffeur s'est relevée. Après cela, elle s'est tournée vers Oscar et lui a proposé de mettre un mot de passe sur le Wi-Fi s'il était si préoccupé par la sécurité. Parallon a plissé les yeux en regardant la jeune femme, mais en même temps, il a compris qu'elle avait raison et a accepté. Peu de temps après, ils sont arrivés au grand manoir de la famille Parallon, dans la banlieue de Chicago. Adam a immédiatement suggéré à Vanessa de suivre Oscar, disant qu'il s'occuperait lui-même des bagages. La jeune femme a instantanément examiné la situation et a été surprise qu'il n'y ait ni garde, ni même de caméra. En entrant dans la maison, Oscar a expliqué que la chambre de Vanessa se trouvait au 2e étage, la 2e en partant de la gauche. Puis, il s'est tourné vers le garçon et lui a expliqué que désormais, il serait avec cette jeune femme, mais le garçon voulait être avec son père. Oscar a tout de même insisté sur le fait qu'à partir de maintenant, Cody devrait s'adresser à Vanessa pour toute question. Il a également décidé d'épargner à son fils le voyage, et celui-ci n'a fait que des caprices sans réponse, pensant que son père le considérait incapable pour les affaires. Mais Parallon ne voulait vraiment pas impliquer le garçon là-dedans, mais il continuait de dire que son père avait besoin de lui. Cela a tellement mis en colère le petit Cody qu'il a jeté sa boisson par terre et est sorti de la maison en courant.
Oscar a expliqué que c'était dur pour lui maintenant, sans sa mère. Et Vanessa a remarqué que le garçon était devenu très attaché à son père. La jeune femme a alors demandé si Cody savait ce que Oscar faisait vraiment. En réponse, l'homme lui demanda si Vanessa était au courant, et elle se souvint immédiatement des notes sur ses affaires. Pour toute réponse, elle admit seulement avoir lu quelques articles, mais sans vraiment approfondir le sujet. Oscar décida néanmoins de tout raconter à la jeune femme plus en détail, en essayant d'être extrêmement honnête avec elle. L'homme avoua qu'il était en réalité le bras droit du parrain de la mafia Parallon. Vanessa savait très bien qu'être le bras droit du chef de la mafia lui permettait d'être presque au même niveau que le parrain. Oscar continua en admettant qu'il avait beaucoup d'ennemis, plus que n'importe qui d'autre, et il était plus que certain qu'il ferait n'importe quoi pour atteindre son fils unique. Ce garçon était très important, car il était l'héritier du nom de Parallon. Oscar finit par dire que c'était pour la protection du garçon qu'il avait besoin d'elle, et la jeune femme promit qu'elle ferait tout le nécessaire. Cela rassura M. Parallon, qui décida qu'il ne devrait avoir aucun problème avec ça, immédiatement. Vanessa commença à poser des questions sur ses responsabilités et énuméra certaines choses qu'elle pouvait faire en matière de cybersécurité, mais ce n'était pas nécessaire. Sa seule préoccupation était Cody, bien qu'elle n'ait eu aucune idée qu'elle devait être une nounou infirmière. Puis elle recommença à parler du fait qu'il n'avait pas de garde du corps et que le personnel devait être vérifié. Oscar s'approcha de nouveau de Vanessa et répéta que sa seule tâche était de ne pas quitter son fils des yeux. C'est alors que la jeune femme remarqua un sachet de boisson jeté par terre, que Cody avait laissé. M. Parallon ajouta alors que si le garçon s'enfuyait, elle devait le suivre. Vanessa fut d'accord avec lui et immédiatement courut dehors pour chercher le garçon, mais il était introuvable. C'est alors qu'elle l'entendit se quereller et crier avec « Quelqu'un ?» En y prêtant attention, Vanessa vit que Cody avait déjà été attrapé par des hommes et poussé dans le coffre d'une camionnette. Elle se précipita immédiatement à leur poursuite, espérant les rattraper et sauver le garçon des ravisseurs. Cependant, la voiture avait déjà réussi à s'éloigner et la jeune femme réalisa que dès le premier jour, des ennuis lui étaient tombés dessus. En regardant la camionnette qui partait, elle était bien consciente qu'un enfant venait d'être kidnappé. C'est alors qu'elle vit M. Parallon debout sur le pas de la porte, et elle ne savait pas comment lui annoncer la nouvelle correctement. Pendant un instant, elle pensa qu'il valait mieux, courant après la voiture. Mais elle savait que cela ne l'aiderait absolument pas, et allait retourner en hâte à la maison pour discuter de tout avec le propriétaire et prendre les mesures nécessaires. Il a commencé à demander ce qui s'était passé, et la jeune fille a expliqué que plusieurs ravisseurs masqués avaient emmené le garçon. M. Parallon a immédiatement attrapé l'employé par le bras et a commencé à la pousser pour suivre la voiture. Vanessa n'y voyait aucun inconvénient. Au contraire, elle voulait vraiment sauver le petit Cody, attrapant son sac. Elle a demandé les clés de la voiture au propriétaire pour pouvoir agir plus vite, mais Adam était déjà accouru vers elle. Celui qui serait son chauffeur dans cette mission, et l'emmènerait là où elle devait aller. La jeune fille a promis à Oscar qu'elle retrouverait sans aucun doute le garçon et lui a demandé de prévenir la police pour le moment. Mais il s'est penché vers elle alors qu'elle était déjà montée dans la voiture. Il a dit que ce ne serait pas nécessaire si elle faisait bien son travail. L'instant d'après, la voiture fonçait déjà, à toute vitesse dans la direction où le van était parti. Le chauffeur a demandé où aller et Vanessa a indiqué qu'en tourner à droite et qu'en tourner à gauche. Elle a également ouvert son ordinateur portable et a décidé d'utiliser un programme spécial pour rechercher des voitures. Elle avait bien mémorisé le numéro du van et s'apprêtait maintenant à le suivre, ce qu'elle savait très bien faire. Adam lui a demandé ce qu'elle faisait et Vanessa lui a brièvement expliqué comment elle comptait retrouver la voiture. La jeune fille a également regardé les caméras et a vu que ce van était apparu il y a moins d'1 minute. En même temps, Vanessa a constaté que tout se déroulait très facilement et a soupçonné que cela pourrait être un piège. La jeune fille a alors demandé de tourner à gauche, puis après 2 autres feux de circulation, droite, et il pourrait les rattraper. La nounou voulait également pirater les antennes relais les plus proches afin d'avoir encore plus de possibilités de retrouver la voiture au plus vite. Puis elle a commencé à marmonner ce qu'elle comptait faire d'autre. Mais Adam ne comprenait pas très bien tous ces termes. Bientôt, Vanessa a trouvé 3 signaux téléphoniques dans le bâtiment dont ils s'approchaient. Quand ils sont arrivés, ils ont immédiatement vu le
vent des ravisseurs, et la jeune fille s'est préparée à la suite. Elle a demandé à Adam de contourner le bâtiment et de l'attendre de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle revienne avec le garçon. Il y avait un garde du corps à l'entrée. Il semblait qu'il était un professionnel. Mais la fille a trouvé étrange qu'il n'ait pas d'arme. En s'approchant, elle l'a immédiatement prévenu qu'elle était bien entraînée et lui a demandé d'ouvrir la porte gentiment. Il s'est seulement adossé plus, confortablement contre la porte, et a refusé de laisser passer la visiteuse en uniforme sans attendre une minute de plus. La fille a brusquement plié son bras au niveau du coude, puis a frappé le malfrat encore plus violemment au plexus solaire. Sous le coup, il s'est brusquement plié en deux, et Vanessa l'a immédiatement frappé à la nuque avec le tranchant de sa main. Après quoi, un homme immense et musclé gisait sur le sol, laissant tomber ses lunettes de soleil et incapable de bouger. Ensuite, Vanessa est entrée dans le bâtiment et s'est retrouvée dans la cuisine dans laquelle, pour une raison quelconque, il n'y avait aucun cuisinier. Absolument personne. Remarquant un plateau rond en métal sur l'une des tables, la fille a décidé de s'en armer. Un peu plus loin, de l'autre côté, il y avait une autre porte. Avec un hublot rond, jetant prudemment un œil à travers, Vanessa a vu un hall à moitié éclairé où un homme et une femme montaient de la garde, près de Cody, qui était ligoté immédiatement. La fille a fait irruption dans le hall en claquant bruyamment la porte, prête à se battre avec les deux. Criminels. À leur tour, ils se sont également préparés au combat et ont instantanément pris une position de combat. Vanessa a immédiatement balancé le plateau avec l'intention de frapper l'homme, mais il a réussi à se baisser et elle l'a manqué, se relevant aussitôt. Ce bandit a balancé son poing sur la fille, mais elle a réussi à bloquer son cou avec un plateau. Il a ressenti une douleur incroyable dans son poing et pendant qu'il s'éloignait, Vanessa a balancé sa jambe pour essayer de frapper le visage du bandit avec son talon, mais il a réussi à repousser ce coup, à temps, et à repousser la jambe de la fille, se préparant à contre-attaquer. Cependant, Vanessa ne s'est pas laissée décontenancer et a immédiatement frappé le bandit à la tête avec un plateau en métal. Pendant que les deux essayaient de se remettre du carnage, la fille, sans perdre une seconde, a immédiatement couru vers le garçon, sans même le détacher. Elle a mis Cody sur son épaule et s'est précipitée hors du bâtiment, dans la voiture. Elle le serra contre elle comme s'il était son propre enfant, puis elle commença à défaire les cordes et à lui demander s'il était blessé et comment il se sentait. Alors qu'elle regardait Cody assis, le dos courbé, elle se souvint comment elle-même s'était assise de la même manière. Effrayée, après que Vanessa serra de nouveau le garçon dans ses bras et promit que tout irait bien maintenant et qu'il ne devait plus s'inquiéter. À ce moment-là, Adam toussa un peu et réalisa qu'il ne se sentait pas très bien, mais il avait encore une tâche à accomplir. C'est alors que la jeune fille remarqua que quelque chose n'allait pas chez lui et s'inquiéta, mais elle vit ensuite que ses intentions n'étaient pas amicales. L'instant d'après, elle vit un pistolet pointé sur elle et Adam lui-même exigea qu'elle sorte de la voiture. Il ajouta ensuite que Vanessa devait s'en aller en laissant l'enfant derrière elle et que pour cela, elle recevrait 2 millions. La jeune fille comprit que cet homme était de mèche avec les ravisseurs et qu'il allait maintenant terminer ce qu'il avait commencé. Adam expliqua qu'il n'avait rien à voir avec les crétins qu'Oscar avait engagés pour la tester. Vanessa réalisa maintenant que c'était un test. Et le chauffeur ajouta que le propriétaire n'avait pas perdu de vue le garçon et que maintenant, il ne pouvait pas manquer une telle opportunité. La jeune fille protégea le garçon de son corps et dit qu'elle ne lui permettrait jamais de faire ce qu'il avait prévu. Cependant, Adam insista pour qu'elle soit raisonnable et prenne simplement l'argent au lieu de se retrouver avec un trou dans le front. Du coin de l'œil, Vanessa remarqua un ordinateur portable ouvert et décida de s'en servir, tout en continuant de distraire le chauffeur avec la conversation. Elle tendit la main vers l'appareil et commença à chercher le bon bouton à tâtons. Quand Adam entendit la nounou refuser à nouveau, il se prépara à appuyer sur la détente pour en finir avec elle. Bientôt, les doigts de la jeune fille furent au bon endroit et elle appuya sur le bouton sans hésiter. Au même moment, les essuie-glaces se mirent à fonctionner, faisant un léger bruit en glissant sur le pare-brise. Cela déconcentra un peu Adam, qui se retourna pour savoir ce qui s'était passé. C'est ce dont Vanessa avait besoin, après quoi elle appuya immédiatement sur un autre bouton de l'ordinateur portable. Suite à cela, la vitre qui protégeait le chauffeur des passagers se leva
et frappa fermement la main d'Adam, qui lâcha le pistolet. À ce moment-là, la jeune fille attrapa le garçon et poussa la portière de son côté. L'instant d'après, elle était déjà sur le dos pour que Cody soit au-dessus d'elle et ne soit pas blessé. Puis, se relevant rapidement, elle se précipita pour s'enfuir avec l'enfant dans ses bras avant qu'Adam ne soit libéré. Du piège, en chemin, elle ne cessa de calmer le garçon, lui disant qu'il serait bientôt à la maison et qu'il était très seul, en courant courageusement vers la maison. Vanessa remarqua que la voiture d'Adam était déjà garée dans la cour, et de terribles pensées lui traversèrent l'esprit. Puis elle vit le chauffeur debout, à côté de Monsieur Parallon, comme si de rien n'était. Cody se libéra de ses bras et se précipita vers son père, tandis que Vanessa comprit que quelque chose n'allait pas. Oscar tapota la tête du petit garçon, félicita la nounou pour son excellent travail et dit qu'elle était embauchée. Elle réalisa alors que même le dialogue d'Adam faisait partie de tout le plan, mais qu'il ne faisait que son travail. Parallon fit remarquer qu'il ne s'en était pas très bien sorti, car Vanessa s'était échappée avant qu'il n'appuie sur la gâchette. La jeune femme, bien qu'un peu en colère, répéta que pour de telles raisons, la portière de la voiture devrait être déverrouillée. Oscar fut d'accord avec elle, et Cody commença même à la féliciter pour ne pas être mauvaise, assez rapide, et il le serra dans ses bras. Vanessa réalisa qu'il avait entraîné son fils là-dedans, mais elle ne put s'empêcher d'avertir Cody, car le petit aurait pu subir un traumatisme psychologique. Oscar voulait aussi se peur. Expliqua que cela était déjà arrivé aux babysitters précédentes, et Vanessa promit de garder un œil sur Cody, mais lui demanda de lui faire confiance. Mais Parallon ne pouvait pas accepter cela, car il ne faisait confiance à personne, ni à rien. Quand Vanessa lui demanda la raison, il admit que sa femme avait disparu il y a 1 an, puis il sortit de sa poche une alliance, de la taille d'un doigt de femme, et qui était couverte de sang. Il ajouta ensuite qu'il y avait une chose que la police avait omis de mentionner dans les rapports, à savoir que sa femme avait été assassinée. Le visage d'Oscar paraissait très triste et chagriné. Il ferma même les yeux en se souvenant de sa femme. Vanessa remarqua à quel point le petit Cody était embarrassé lorsque son père se remémorait sa mère, et réalisa que le garçon était triste lui aussi. Elle demanda alors à son employeur de ne pas en parler maintenant, car le moment n'était pas très opportun. Oscar comprit ce que la fille voulait dire et demanda à son fils d'aller dans sa chambre, mais celui-ci s'y opposa, affirmant que il allait en fait très bien et n'avait pas vraiment envie de rentrer à la maison. Vanessa remarqua alors les fenêtres et demanda où se trouvait exactement la chambre du garçon. Il fit une mine légèrement mécontente, ne comprenant pas pourquoi la nouvelle nounou avait besoin de la fenêtre de sa chambre. La jeune fille suggéra alors en plaisantant que la chambre de l'enfant devait être celle avec les rideaux en dentelle. Cody le nia et Oscar expliqua que la chambre de son fils était de l'autre côté de la maison. Vanessa décida alors que c'était celle avec les pots de fleurs, mais le garçon s'y opposa à nouveau avec colère. Il l'attrapa alors par le bras et l'entraîna avec lui, ayant l'intention de lui montrer ce qu'était vraiment sa chambre, et avant que la jeune fille n'ait eu le temps de partir, Oscar l'avertit de venir dans son bureau dans 10 minutes. Après cela, elle suivit le garçon et son père se contenta de les regarder s'éloigner. Adam, qui se tenait à proximité, remarqua que cette fille lui plaisait et conseilla au propriétaire de ne pas la faire fuir. Mais Oscar pensait que si Vanessa pouvait être effrayée, alors elle n'avait définitivement pas sa place ici. Le chauffeur s'approcha alors du patron et lui fit part de l'idée qu'elle sentait vraiment les oranges en chemin. Cody pensait que la nounou essayait de le tromper, mais elle voulait vraiment seulement jeter un coup d'œil à sa chambre. Vanessa expliqua au garçon qu'à partir de ce qui s'y trouvait, elle serait en mesure de se forger une opinion sur lui. Ce fut une petite surprise pour Cody, car personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. La jeune fille était vraiment inquiète car il avait trop bien géré cet enlèvement. Elle était également heureuse que cela ne l'affecterait pas trop. Pendant ce temps, ils arrivèrent à la chambre. Le garçon dit qu'elle n'avait pas été nettoyée car ils avaient déménagé récemment et qu'il y avait aussi quelque chose laissé par les anciens propriétaires. Cody précisa alors qu'il s'agissait d'affaires d'enfants, mais la nounou aimait même ce genre de choses. Elle demanda tout de même au garçon qu'il n'était pas obligé de la montrer s'il ne le voulait pas. Mais il pensait que ce n'était qu'une chambre l'instant d'après. Il se trouvait déjà dans une pièce assez spacieuse où un véritable désordre régnait immédiatement. Un grand nombre de briques de lait chocolaté vides attira l'attention.
Puis la jeune fille remarqua que Cody avait beaucoup de costumes presque identiques, encore plus que l'Undertaker. Dans l'autre coin, il y avait un espace pour la créativité qui permettait l'enfant à gérer ses expériences intérieures. Vanessa a immédiatement pensé que le garçon devait consommer moins de sucre et aussi diversifier sa garde-robe pendant que la babysitter ne regardait pas. Cody s'est dépêché de cacher certains des jouets sous l'essieu. Aurélie, se sentant un peu mal à l'aise, il a également expliqué la présence de boîtes vides par le fait que la femme de ménage ne l'aimait beaucoup. La jeune fille sourit à nouveau, ne comprenant pas comment c'était possible car il était si merveilleux qu'elle a même voulu caresser les cheveux de l'enfant. Mais il l'a immédiatement repoussée, puis la regardant d'un air renfrogné. Il a dit assez grossièrement qu'il n'avait pas besoin d'une nouvelle mère, mais Vanessa n'a même pas essayé. Elle comprenait que personne ne remplacerait jamais la propre mère de l'enfant. Elle a aussi expliqué au garçon qu'elle pouvait cesser de s'occuper de lui, autant si ça ne lui plaisait pas. Il a seulement répondu sur le même ton mécontent qu'elle devait juste continuer à faire son travail. Vanessa a de nouveau essayé d'entrer dans son jeu et a accepté son ordre, mais il lui a rappelé qu'il était temps pour elle d'aller voir son père. La jeune fille a compris que le bon moment était vraiment arrivé et s'est immédiatement rendue au bureau de son patron. En chemin, la nounou a pensé que cet enfant était trop têtu, mais qu'en même temps, on pouvait le comprendre. Bientôt, elle se tenait devant la porte et a frappé prudemment à la barrière en bois. Oscar l'a invitée à entrer et Vanessa a immédiatement constaté que cet homme avait un peu changé. Dans ces circonstances, Parallon n'avait pas l'air aussi terrible que le second du parrain. Immédiatement, la jeune fille a rapporté qu'elle avait laissé Cody dans sa chambre et a demandé si c'était grave. Oscar a expliqué que s'il était dans la maison, alors c'était normal, et a également admis qu'il avait mis la pression sur la porte. Nounou, un peu plus tôt. Mais la jeune fille ne pensait pas que c'était grand-chose. Bien au contraire, elle a promis à son patron de tirer cette affaire au clair, peu importe ce que cela lui coûterait. Ce que Vanessa voulait dire, c'est que ceux qui avaient tué Madame Parallon menaçaient maintenant aussi leur fils, et elle était prête à protéger le garçon ainsi qu'à tout régler pour que Cody ne soit plus en danger. Oscar a confirmé que les menaces avaient commencé à partir du moment où son oncle, un parrain de la mafia, avait désigné le garçon comme prochain chef. En même temps, la jeune fille a noté que le contrat n'indiquait pas que sa famille était menacée, et elle a également ajouté que de telles obligations n'étaient pas incluses dans les termes du contrat. Signé au même moment, Vanessa a réalisé que le patron n'avait pas lu les petits caractères et a décidé d'utiliser cela comme moyen de pression. Oscar a rappelé qu'elle était formée à l'autodéfense, mais la jeune fille a objecté qu'elle venait juste d'obtenir son diplôme et qu'il aurait dû prendre une travailleuse plus expérimentée. Parallon, à son tour, commença également à résister et affirma qu'il avait engagé exactement la personne dont il avait besoin. La jeune femme ne comprit pas tout de suite ce qu'il voulait dire et demanda une explication. Plus détaillée, pendant un instant, elle pensa même que cet homme connaissait son passé et avait deviné qu'elle était venue chercher des réponses. Mais Oscar expliqua seulement qu'il n'avait besoin de personne d'autre et demanda quelles étaient les conditions de la nanny pour rester. Après tout, Vanessa réalisa que cette tâche était bien plus difficile que celle pour laquelle elle avait signé et il commença à proposer des options de compensation. L'homme proposa d'augmenter le salaire, bien que la jeune femme s'apprêtait à lui présenter de nouvelles conditions. Et pendant qu'elle restait silencieuse, Oscar continua de lui offrir diverses incitations, comme une maison à Majorque ou des relations en politique. Mais Vanessa considérait tout cela inutile si elle ne s'en sortait pas, et elle se demandait également pourquoi il avait besoin d'elle. La jeune femme demanda alors au propriétaire de lui donner un accès complet à tout ce dont elle avait besoin. Parallon lui demanda de clarifier, et la jeune femme ajouta absolument tout, car cela aiderait à protéger le garçon. Oscar trouva une telle demande même intéressante, et son éthique de travail lui parut désintéressée, mais Vanessa déclara qu'elle voulait simplement survivre à cette mission, et qu'elle voulait donc utiliser tous les moyens possibles. Le patron y réfléchit, car il y avait certaines choses qu'il ne pouvait pas lui fournir, ni un compte professionnel, ni des données clients. La nanny n'était pas intéressée par ses affaires et promit de ne pas regarder ce dont elle n'avait absolument pas besoin. La conversation commença à prendre un tour plus amusant pour Oscar, et il demanda à nouveau de clarifier ce qu'elle essayait d'obtenir, et Parallon était également intéressé par ce que tout cela apporterait à la jeune femme pour qu'elle soit si scrupuleuse, surtout
Après avoir rapidement passé en revue plusieurs options dans son esprit, Vanessa déclara qu'elle avait une demande encore plus personnelle, puis, prenant une profonde inspiration, la jeune femme demanda au patron de lui laisser une excellente évaluation garantie. Après tout, elle mettait sa vie en jeu, pour Cody, et s'il allait bien à la fin, elle voulait que son travail soit apprécié. La jeune femme demanda également à Oscar de devenir le plus grand mécène de l'Académie d'élite des nannies, après avoir écouté Vanessa. Me Parallon pensa que ses exigences étaient assez petites, mais elle a redemandé et il a promis qu'il le ferait dans 1 an, quand il serait temps de quitter Chicago. Mais, ensuite, Oscar a regardé la nourrice d'un air un peu menaçant et a dit que tout serait différent s'il arrivait quelque chose. À son fils, si cela se produisait, alors la jeune femme regretterait amèrement de ne pas être morte pendant sa mission, et bien que Vanessa ne soit pas une personne craintive, ces mots la firent tout de même réfléchir un peu. L'apparence du patron à ce moment-là était si menaçante qu'il lui sembla même qu'il pourrait la frapper, mais il n'en fit rien, se contentant de lui dire de faire comme chez elle. En quittant le bureau, la jeune femme comprit qu'il parlait sérieusement, et que cela se lisait dans ses yeux. Vanessa était bien consciente qu'une personne comme lui la tuerait très lentement en cas d'erreur, mais en même temps, elle était bien entraînée, et savait que les nourrices d'élite ne commettent jamais d'erreur. Puis, elle a rencontré un chauffeur dans le couloir qui traînait ses valises dans la chambre. Bien qu'elle aurait pu le faire elle-même, Adam sentit qu'elle avait eu assez de défis pour aujourd'hui et a également exprimé sa joie qu'elle reste. Il allait monter les bagages au 2e étage et, pendant ce temps, il invita la jeune femme à inspecter la maison, puis il a précisé que pour l'année à venir, ce serait sa maison, à moins que quelque chose d'irréparable ne se produise. Vanessa regarda cet homme sans pouvoir dire de quel côté. Il était pour elle ou contre elle. Néanmoins, elle a écouté son conseil et est allée faire un tour, remarquant que la maison ressemblait à un petit palais. Ensuite, elle a décidé de se promener dans le jardin et, par la même occasion, de voir à quel point il était sécurisé. Non loin de la porte, Vanessa remarqua un garde de sécurité qu'elle connaissait déjà officieusement. C'était le même garde qu'elle avait récemment tué pour sauver le garçon. Quand elle a atteint la clôture, la jeune femme a vu qu'elle faisait 3 mètres de haut et qu'il y avait du fil de fer barbelé. Au sommet, de plus, à certains endroits, elle a remarqué plusieurs autres gardes, aussi imposants que le premier. En marchant plus loin, Vanessa a vu qu'il y avait aussi de belles choses ici, comme des fontaines. Et pourtant, cet endroit où elle a appris que le garçon jouait habituellement ne lui semblait pas être un terrain de jeu. Par conséquent, la jeune femme pensa que ce serait une très bonne chose, si elle emmenait l'enfant au parc d'une manière ou d'une autre, de retour dans la maison. Vanessa est allée chercher sa chambre et a vu c'était assez spacieux, mais ce n'est pas le luxe qui la dérangeait, et elle profita de ce moment pour charger son ordinateur portable. Mais lorsque elle ouvrit la mallette, la jeune femme remarqua avec horreur que l'appareil n'y était pas et commença à se souvenir où elle l'avait laissé. Après avoir repassé les événements récents dans sa tête, Vanessa réalisa qu'elle avait laissé l'ordinateur portable dans la voiture. Ceci s'était produit exactement au moment où elle était sortie précipitamment avec le garçon. En regardant par la fenêtre, elle espéra pouvoir le récupérer tout de suite, mais il n'y avait pas de voiture dans la cour. C'est alors qu'Oscar entra et l'invita à le rejoindre. Pour le dîner, qui était déjà prêt, Vanessa demanda immédiatement comment elle pourrait récupérer son ordinateur portable, et le patron promit qu'Adam s'en occuperait. Elle s'enquérit ensuite du garçon et apprit qu'il avait décidé de dîner dans sa chambre ce jour-là. Elle se demanda également à quelle fréquence il arrivait que Cody ne se joigne pas à table. Oscar expliqua que son fils agissait ainsi dernièrement, et la jeune femme en déduisit que c'était dû à la perte de sa mère. C'est alors que le patron se retourna et dit avec colère qu'il n'avait que faire de son raisonnement. Après tout, il connaissait très bien son fils et ne voulait entendre l'avis de personne sur ses sentiments. Puis, il répéta à la gouvernante qu'elle ne devait se soucier que de la sécurité du garçon. À ce moment-là, Cody se tenait derrière la porte et essayait d'écouter discrètement ce que les adultes disaient. Mais Vanessa entendit tout de même des bruissements derrière la porte de la chambre du garçon. Oscar n'y prêta pas attention, car il était pressé de partir, et la jeune femme réalisa que Cody avait tout entendu, et cela la contraria, car il était encore trop jeune. Elle se rendit ensuite dans la salle à manger, où on l'invita à s'asseoir à une immense table. Vanessa pensa qu'il y avait beaucoup trop de nourriture. Même si elle avait faim,
Elle trouvait que c'était excessif. Monsieur Parallon était déjà assise en face d'elle, prêt à commencer son repas tout en la regardant. La jeune femme avait bien sûr été formée à l'étiquette, mais elle se sentait tout de même un peu mal à l'aise. À l'académie, on lui avait appris à faire la conversation avec son employeur, et elle décida d'engager la discussion. Vanessa demanda d'abord ce qui avait amené Monsieur Parallon à Chicago lorsqu'elle entendit que c'était uniquement pour les affaires. Cela lui parut un peu étrange, car il ne faisait pas partie de la mafia locale. Cette entreprise n'avait pas d'influence ici, et il savait aussi que les familles mafieuses locales ne l'accueilleraient pas. Vanessa a alors suggéré qu'un homme, avec la position d'Oscar, pourrait faire beaucoup de bruit dans la ville. Son interlocuteur a approuvé son opinion d'un ton relativement calme, car elle avait effectivement raison, et la nourrice a remarqué qu'Oscar ne ressentait aucun remords, comme s'il ne se comprenait pas à quel risque il exposait son fils. Cependant, elle n'a pas arrêté la conversation et a décidé de demander au patron autre chose. La jeune femme était curieuse de connaître les objectifs d'Oscar pour l'année à venir, mais il n'a pas bien compris sa question. Vanessa a expliqué que si rien de spécial n'était prévu, elle pourrait enseigner aux garçons une langue ou un autre art. Monsieur Parallon a un peu hésité avant de répondre, comme s'il réfléchissait à sa proposition, puis la jeune femme a entendu qu'Oscar y avait déjà pensé, estimant que le garçon avait vraiment besoin d'apprendre quelque chose, mais en même temps, il espérait que Cody, en tant que futur héritier des Parallon, serait à la hauteur de certaines attentes. C'est alors que la porte de la salle à manger s'est ouverte, et l'une des domestiques est entrée, apportant une boisson à table. Vanessa a trouvé un peu étrange et suspect que la domestique soit entrée à ce moment précis. Elle trouvait les gens ici étranges, comme s'ils ressemblaient à des fantômes, et elle n'avait rencontré que le chauffeur. La jeune femme était également très intriguée de savoir pourquoi elle était la seule invitée à dîner avec le patron. Vanessa s'est dit que c'était parce que c'était seulement son premier jour et a tout de même décidé de jouer le jeu face à un geste de bienvenue si étrange. La jeune femme a ensuite commencé à demander ce que Cody faisait de ses journées et a appris que son père l'emmenait habituellement au travail avec lui. Elle ne pensait pas que ce soit une bonne chose pour l'enfant et a dit qu'à partir de maintenant, cela n'arriverait plus à cet instant. Elle a remarqué que l'humeur du patron avait changé et qu'il avait même visiblement serré les poings. Monsieur Parallon a alors ordonné à Julia, la domestique, de les laisser un moment, car il allait éclaircir quelque chose. Vanessa a remarqué le regard mystérieux de la domestique et a de nouveau compris qu'il se passait vraiment quelque chose d'étrange ici. Puis Oscar s'est levé de sa chaise et a demandé à la nourrice de le suivre en se dirigeant vers la porte. La jeune femme a voulu lui demander autre chose, mais il lui a conseillé de ne plus dire un mot pour le moment. Un garde se tenait devant la porte, comme d'habitude, et Monsieur Parallon lui fit signe de faire quelque chose. La jeune fille passa devant cet homme immense, en pensant qu'on lui avait ordonné de faire quelque chose contre elle, mais il resta immobile, et Oscar lui-même l'attrapa par le bras et l'entraîna dans l'autre direction. La jeune fille était un peu contente que le patron ne l'ait pas grondé devant les autres, mais d'un autre côté, cela lui semblait trop. Pour elle, quand ils s'arrêtèrent, Vanessa commença immédiatement à s'excuser de s'être permis d'en dire trop. « Mais monsieur… » Parallon l'interrompit en lui disant qu'elle ne devait pas s'excuser du tout, et qu'en cela il était entièrement d'accord avec elle. Puis il demanda à la jeune fille de feindre la peur, mais elle ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. Monsieur Parallon répéta sa demande en lui serrant fortement les mains et elle accepta. Alors le garde vit comment le patron secouait la jeune fille et elle se mit à crier comme si elle allait mourir après cela. Oscar la cacha de nouveau derrière un arbre et dit qu'il n'avait qu'un seul objectif pour Cody. Il était sur le point de dire cela quand un bruissement se fit entendre à proximité et le chef se tut un instant plus tard, un des gardes apparut devant. Eux, comme s'il bloquait la lumière de la lune avec son corps immense, le patron lui demanda ce qu'il voulait et apprit qu'il y avait des problèmes dans le 3e district, réalisant que la situation n'était pas anodine. Oscar proposa à la jeune fille de parler, plus tard, et il partit s'occuper de ses affaires, laissé seul. Vanessa essaya de comprendre pourquoi cet homme avait si peur de parler devant tout le monde. Le lendemain matin, la jeune fille entendit Cody interroger quelqu'un d'un air assez menaçant. Le garçon affirmait qu'il découvrirait. De toute façon, si quelqu'un osait voler la famille Parallon en ouvrant la porte de la chambre de Cody, la jeune fille vit le garçon interroger le caneton dans la pénombre, cela lui parut même un peu étrange. Qu'un garçon de cet âge apprenne des techniques de torture pour les interrogatoires. Cependant, elle l'appela quand même et l'invita à se joindre.
À elle, pour le petit déjeuner, mais il allait manger dans sa chambre. Vanessa sourit et supposa que le garçon avait simplement peur de manger de la nourriture humaine devant elle. Cody ne comprit pas très bien ce que sa nounou entendait par nourriture humaine, mais il s'interrogea. Elle décida alors de jouer le jeu avec l'enfant et promit qu'elle ne dirait son secret à personne. Le garçon ne comprenait pas de quel secret elle parlait, et Vanessa expliqua qu'il était en fait un vampire. Elle expliqua également par le fait qu'il ne va nulle part et ne mange que lorsque personne ne voit ses crocs. Mais Cody a protesté et a expliqué en réponse qu'il n'était pas un vampire et qu'il ne voulait tout simplement pas manger avec elle. À cela, Vanessa a admis que elle-même avait déjà mangé, donc la cuisine était entièrement à la disposition du garçon, puis elle a décidé de le laisser. Seul l'invitant à la retrouver plus tard en bas, quand la babysitter est partie, Cody est resté insatisfait un moment, ne comprenant pas pourquoi elle ne le laissait pas tranquille. Puis il a remarqué le regard du caneton et lui a ordonné de ne pas le regarder. Comme ça, après le petit déjeuner, Vanessa a fait de la vaisselle et était contente que le garçon ait enfin mangé sur l'une des assiettes. Elle a remarqué qu'il avait dessiné un visage de vampire avec des crocs avec de la sauce. La jeune fille a trouvé ça un peu insolent. Mais elle était tout de même contente que l'enfant ait mangé. Et alors qu'elle finissait de nettoyer, après avoir réfléchi un moment, elle a entendu quelqu'un entrer dans la cuisine. En se retournant, Vanessa a vu une femme en tablier devant elle et a réalisé que c'était Madame Kenneth. Elle a immédiatement demandé ce que la nounou faisait ici, et la jeune fille a répondu qu'à partir de maintenant, elle s'occuperait des petits déjeuners et des déjeuners de Cody. Vanessa a également promis de ne pas déranger Madame Kenneth, et celle-ci a remarqué que la nouvelle employée avait bien nettoyé. Puis la domestique a tendu la main vers l'un des placards, bousculant presque Vanessa, et a expliqué que Monsieur Parallon voulait du café. En le préparant, Madame Kenneth a demandé comment la jeune fille avait dormi, et elle a menti en disant que tout allait bien. En réalité, la jeune fille n'avait pas fermé l'œil, car elle n'arrivait pas à se défaire du sentiment d'être constamment observée. Ensuite, Vanessa a commencé à demander à la domestique si elle avait vu son ordinateur portable, dont elle avait vraiment besoin. Mais Madame Kenneth ne comprenait pas l'intérêt de cette technologie et pensait qu'il valait mieux lire un livre. À ce moment-là, la voix du propriétaire s'est fait entendre depuis la porte, demandant où était son café. Vanessa s'est immédiatement retournée et a remarqué à quel point Monsieur Parallon était calme maintenant. Mais elle était sûre qu'il faisait juste semblant que rien ne s'était passé la nuit dernière. Oscar a remarqué le regard curieux de la jeune fille et en a déduit qu'elle avait un problème. Elle ne lui a rien dit, se contentant de vérifier si le petit Cody allait bien. En même temps, Vanessa n'arrivait pas à cerner complètement son patron car hier, il voulut lui parler de son fils, mais en s'approchant de la chambre du garçon, elle l'entendit à nouveau communiquer d'un air menaçant avec le caneton et compris de qui il tenait une telle attitude. Et pendant que l'enfant restait occupé, Vanessa décida d'aller voir ce qui était arrivé à son ordinateur portable. En entrant dans sa chambre, la jeune femme remarqua que l'appareil était déjà posé sur une petite table. Vanessa était impatiente d'enquêter et elle décida de profiter de son moment de liberté. Oscar ne lui avait rien dit sur sa vie, alors elle décida d'utiliser un moteur de recherche. En ouvrant l'ordinateur portable, la jeune femme saisit immédiatement Crime Parallon dans le sud du pays, et elle ne tarda pas à lire que cette famille dirigeait un groupe mafieux depuis 100 ans. L'oncle d'Oscar est maintenant le Don, car son frère aîné est mort, et lui a transmis le pouvoir. Mais l'oncle n'avait pas de fils, alors son neveu est devenu son bras droit, et Cody est maintenant l'héritier. La jeune femme commençait à comprendre pourquoi cet enfant était si sérieux et se comportait ainsi. Vanessa décida alors de voir ce qu'on écrivait sur les Parallons sur le dark web et se mit immédiatement à tapoter sur le clavier. Là, sur certains sites, la jeune femme lut que malgré son court séjour ici, il avait déjà réussi à se faire des ennemis. En même temps, Vanessa ne pouvait pas comprendre pourquoi cet homme faisait cela et se jetait au cœur des problèmes. Puis il vint à l'esprit de Lala, jeune femme que Monsieur Parallon devait être à court d'affaires dans le sud. C'est alors qu'elle entendit Cody l'appeler, la traitant de fourmi folle. Mais cela ne la mit pas du tout en colère. La jeune femme ferma immédiatement l'ordinateur portable et alla voir ce dont le garçon avait besoin. En entrant dans sa chambre, elle vit qu'un caneton était déjà entassé dans sa sacoche d'ordinateur et que Cody lui-même cherchait quelque chose. Le garçon ne trouvait pas sa cravate préférée et il s'apprêtait à se rendre à un événement nocturne avec son père. La jeune femme réalisa que Cody ne savait pas encore que son père n'allait pas l'emmener avec lui
et elle commença à réfléchir à la manière de le lui expliquer. Elle lui proposa aussitôt de rester à la maison et de jouer pendant que M. Parallon réglerait ses affaires. Mais Cody était certain que son père avait besoin de son aide, car il allait rencontrer des gens qui détestaient de la famille Parallon. C'était une nouvelle information pour Vanessa. Et elle se demanda même comment le petit garçon savait cela. Cody croyait aussi que lorsqu'il serait autour de son père, il était sous-estimé et c'était leur avantage. Puis, le garçon a soudainement commencé à demander à la nounou de le soutenir. Quand son père est arrivé, la jeune femme ne savait pas quoi répondre. Et puis Oscar est entré et a demandé à son fils de rester avec Vanessa. Lui-même ne devait revenir que le lendemain soir et pensait qu'il serait plus sûr pour son fils de rester à la maison. Cela a beaucoup contrarié le garçon, et il a essayé de rappeler à son père ce que son oncle voulait. Mais il n'était pas d'accord, et a insisté pour que Cody reste dans la maison. Ainsi, il serait plus calme en partant. Monsieur Parallon s'est tourné vers la nounou et lui a demandé de surveiller attentivement son fils. La jeune femme a alors décidé de saisir sa chance et de demander à son patron de rester un peu plus longtemps. Il ne comprenait pas ce dont elle avait besoin, mais a décidé de l'écouter, pensant que cela pourrait être important. À ce moment, Cody fixait attentivement la nounou, espérant qu'elle demanderait quand même à son père d'emmener le petit avec lui. Mais la jeune femme n'a rien dit de tel et a seulement demandé à nouveau l'accès à son système de sécurité. À cet instant, le garçon s'est senti trahi et abandonné, comme si son dernier espoir avait été anéanti. Et Oscar n'avait pas le temps de s'en occuper tout de suite, mais il a promis qu'il en parlerait à Vanessa à son retour. Après quoi, M. Parallon a fermé la porte derrière lui, laissant son fils avec une nounou, lui qui en voulait maintenant au monde entier. La jeune femme a décidé de désamorcer la situation et a proposé au petit de dîner ensemble. Mais Cody ne voulait de rien et il a demandé à la nounou de le laisser seul et de partir. Vanessa voulait lui dire autre chose, mais Cody a hurlé de toutes ses forces pour qu'elle s'en aille. La jeune femme a tout de même essayé de le persuader, promettant qu'ils s'amuseraient bien ensemble. Mais le garçon ne voyait rien d'amusant à cela et était persuadé que son père avait simplement décidé de l'abandonner. Vanessa n'a eu d'autre choix que de quitter la chambre du garçon et il a claqué la porte derrière elle. D'une certaine manière, elle comprenait très bien ce que Cody ressentait, car elle avait été autrefois dans une situation similaire. Dans les souvenirs de la jeune femme, des images de sa maison en flammes ont refait surface. Et il n'y avait rien de drôle à cela. Cette nuit-là, Vanessa n'a de nouveau pas pu dormir. Elle était encore submergée par le sentiment d'être surveillée. Elle a fouillé toute la pièce à la recherche de caméras, mais n'a rien trouvé. Et pourtant, ce sentiment ne la quittait pas. Mais malgré tout cela, hélas, il était temps pour elle de se préparer à reprendre ses fonctions. Elle a aussi regardé sa chambre parfaite et a pensé qu'il y avait quelque chose de terrible derrière tout ça. Mais Vanessa y a alors remarqué le soleil levant et a décidé de sortir sur le balcon pour admirer les rayons. Après y être restée quelques minutes, elle est retournée dans la chambre et a décidé de consulter le moteur de recherche. Et immédiatement, elle a vu que Cody était déjà confortablement assis sur son lit et la nounou l'a invité à petit déjeuner. Le garçon a de nouveau refusé, puis Vanessa a proposé de l'emmener au parc après le petit déjeuner. Cody refusait toujours de manger sa nourriture dégoûtante et encore moins d'aller quelque part. Mais soudain, il s'est intéressé au parc et a demandé à la nounou de lui en dire plus. La jeune femme lui a parlé de l'aire de jeu dans la rue et lui a aussi dit qu'il y avait un zoo à un autre endroit, mais que ça sentait mauvais. C'est là que le garçon a avoué qu'il aimait en fait beaucoup la Plaza de Balboa, mais Vanessa ne savait pas où c'était. Il a expliqué que c'est dans le centre de la ville, entre les rivières, et qu'il y a beaucoup d'arbres et de bancs, ainsi que des fontaines. Le garçon a aussi admis qu'ils y allaient souvent, avec son père pour y nourrir les canards. Connaissant déjà un peu le caractère du patron, la jeune femme a essayé d'imaginer la scène. Elle a quand même accepté d'y aller avec Cody, mais à la condition qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble. Un peu plus tard, Vanessa regardait son protégé nourrir les canards avec des miettes de pain. Au même moment, il demandait aux oiseaux de ne pas se battre car il y avait assez de pain pour tout le monde. Mais il continuait à caqueter. En regardant Cody, la nounou a vu que son père manquait vraiment à ce garçon, qui disparaissait quelque part toute la journée. Bientôt, le garçon s'est lassé de nourrir les canards qui, par nature, n'arrêtaient pas de se battre, et il a jeté le reste du pain dans la fontaine. Puis, il s'est tourné vers Vanessa et lui a demandé
de lui acheter une glace. La jeune femme a fait remarquer qu'il était l'heure de dîner et ne voulait pas qu'il se coupe l'appétit. Mais le garçon a insisté, en utilisant même le mot « s'il te plaît » et a ajouté que son père lui achetait toujours une glace à cet endroit. À ce moment-là, le petit avait l'air si adorable que Vanessa n'a pas pu lui refuser. Mais une seule boule, elle a alors montré du doigt. Le stand de glacé et l'a invité à y aller. Cody a protesté et a expliqué que son père lui en achetait toujours dans le vieil quartier, car il y avait même de la pistache là-bas. La jeune fille a accepté puisqu'il voulait tellement cette glace. Et ils y sont allés. Il y avait beaucoup de monde dans le coin, et cela ressemblait à un endroit pour touristes. En approchant du glacier, Vanessa a immédiatement demandé une glace à la pistache avec des pépites de chocolat pour le garçon. En même temps, la jeune fille s'est adressée à lui, en français, et à sa réaction, elle a compris qu'elle avait encore besoin d'apprendre. En un instant, la glace dans le cornet était prête, et la nounou a sorti son téléphone pour payer via le terminal. À ce moment, Cody regardait attentivement la glace qu'il était impatient de goûter. Mais soudain, il a repris ses esprits et s'est enfui de là comme si une meute de bandits le poursuivait. Vanessa a à peine eu le temps de voir dans quelle direction le garçon se dirigeait avant qu'il ne disparaisse dans la cirque. Foule, elle s'est immédiatement précipitée à sa poursuite avec l'intention de le rattraper, mais il avait déjà disparu au coin de la boîte. Aux rues. Au début, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi Cody n'avait pas pris la glace qu'il avait demandée. Elle a commencé à l'appeler. Mais il ne répondait pas. Et c'est alors qu'elle a commencé à comprendre où le fils d'Oscar pouvait être allé. Monsieur Parallon se rendait en voiture à une réunion importante à ce moment-là, et il a décidé de consacrer le temps sur la route à la réflexion. Bientôt, le chauffeur lui a dit qu'un appel vidéo entrant avait été reçu, et il a demandé de qui il s'agissait. Adam a immédiatement répondu que son oncle voulait lui parler, mais Oscar n'avait même pas envie de lui parler à ce moment-là. Il a seulement demandé de clarifier ce que son oncle, Johnny, voulait, puisqu'il avait décidé d'appeler. Au milieu de la journée, le chauffeur ne pouvait pas savoir de quoi il s'agissait, mais a conseillé de ne pas faire attendre son oncle. Oscar a alors accepté de lui parler et a demandé au chauffeur de le connecter. En ouvrant le portable dans l'habitacle, Monsieur Parallon a appuyé sur le bouton et son oncle est immédiatement apparu à l'écran. La voix de l'interlocuteur semblait légèrement inquiète et Oscar a même d'abord pensé que quelque chose de grave était arrivé, mais il a commencé par demander comment les choses se passaient et son neveu a admis qu'il restait à se coordonner avec un groupe de plus, Johnny. A écouté, puis a demandé à Oscar de ne pas déclencher une guerre parce qu'il connaissait bien son caractère. Ces Mexicains étaient très compétents en matière d'armes, mais ils n'étaient pas très doués avec les produits de luxe et cela pourrait s'avérer utile, tout comme les contacts avec les exploitants forestiers, ainsi que des relations dans les chaînes de distribution chinoises aideront également à cela. Johnny était ravi de cette nouvelle car bientôt, ils pourraient marquer la ville de leur sceau. De plus, les Normands attendent avec impatience qu'Oscar prépare le terrain et il a promis de tout faire correctement. Oncle Johnny n'a pas non plus oublié de mentionner que le futur Empire reviendrait plus tard à son fils. Il a également demandé à son neveu de ne jamais oublier pour qui tout cela a été fait et il a de nouveau promis que tout serait accompli. Après cela, oncle Johnny a demandé à être prévenu quand tout serait prêt et a ensuite posé des questions sur son fils. Oscar a brièvement raconté comment s'était passée l'affaire et l'oncle a apporté un toast à ce petit mafieux. Après la conversation, une employée est entrée dans le bureau de Johnny, sa blouse couverte de sang, et a dit qu'ils étaient prêts. C'était une bonne nouvelle pour le Don, qui se demandait s'il avait causé beaucoup de problèmes. Il s'est préparé à partir, se demandant ce que l'homme allait lui dire cette fois, et il voulait quelque chose de nouveau. Écouter les mensonges prévisibles de Johnny semblait ennuyeux et fastidieux. Pendant que les mafieux vaquaient à leurs occupations, le petit Cody commettait son petit crime, s'étant enfui. De sa nounou, il avait l'intention de trouver un moyen de transport pour aller voir son père. Le garçon a dû courir pendant un bon moment, et il était même un peu essoufflé, mais il n'a pas abandonné. Bientôt, il est arrivé à l'arrêt de bus et s'est immédiatement approché du premier bus qu'il a croisé. Le chauffeur a dit au garçon que le bus allait à la gare et qu'il devait y aller. Après avoir payé son billet, Cody est entré à l'intérieur où il a trouvé un siège confortable pour lui et s'est assis, regardant par la fenêtre
Il a remarqué que Vanessa courait dans la rue à sa recherche et a décidé de ne pas montrer sa tête. La seule chose qui le préoccupait maintenant était de pouvoir rejoindre son père et le rencontrer bientôt. Vanessa, de son côté, percevait plutôt cela comme une partie de cache-cache, car elle était confiante en ses compétences, et Cody, qui était en route, depuis un moment, sentit que ses jambes étaient un peu enflées et se leva pour se les dégourdir, quelques minutes plus tard. Il arrivait déjà au bon arrêt et descendit du bus, mais dès que le garçon est descendu de la marche du véhicule, il a immédiatement vu un visage familier en face de lui, environ 8 minutes plus tôt, la nounou, qui était sûre qu'elle allait, pour retrouver rapidement le garçon. Elle commença à réfléchir à un plan. Elle passa en revue dans sa tête les moyens possibles pour son évasion, jetant un coup d'œil l'arrêt près duquel les vélos étaient garés. En même temps, la fille savait que même si Cody marchait vite, il ne tiendrait quand même pas longtemps. Alors Vanessa pensa à un vélo, mais ne savait pas encore si le garçon savait en faire, là. Meilleure option qu'elle vit était un trajet en bus ou en taxi, où il n'aurait qu'à payer, puis la fille ferma les yeux pour se faire une meilleure idée de la direction que Cody pouvait prendre. De plus, le garçon avait très probablement choisi le chemin le plus rapide pour atteindre son but. Vanessa se souvint aussi comment il avait fouillé dans ses affaires à la recherche d'une cravate pour aller avec son père. Mais M. Parallon avait décidé de laisser le garçon à la maison ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, et maintenant, la nounou était tout simplement sûre que Cody était déterminé à retrouver son père pour être de nouveau avec lui. Puis, Vanessa entendit la conversation de quelques filles qui discutaient d'un enfant dans un joli costume. En même temps, les filles se réjouissaient que les enfants puissent voyager en toute sécurité dans les transports en commun ici. Vanessa réalisa qu'elle parlait de Cody et commença immédiatement à demander quel bus il avait pris. La fille fut un peu confuse par cette soudaineté, mais la nounou répéta sa question, seulement cette fois plus doucement, et elle admit alors qu'elle avait vu le garçon monter dans un bus en direction de la gare. La nounou comprit que le garçon se dirigeait vers la gare ferroviaire, interurbaine, et qu'il faudrait environ 15 minutes pour y arriver. Maintenant, elle était prête à montrer de quoi la formation. De l'académie des nounous d'élite, elle était capable. Bientôt, Vanessa remarqua un homme qui tenait un vélo avec un panier à l'avant dans lequel un chien était assis. Elle s'approcha immédiatement de cet homme et lui demanda très poliment de lui prêter son moyen de transport. Alors que l'homme se remettait à peine du charme de la jolie fille, il se souvint que son chien était toujours dans le panier. Vanessa elle-même devina qu'ils allaient se manquer et rendit immédiatement le chien à son propriétaire. Finalement, Vanessa promit de laisser le vélo sur le parking et prit la route. La jeune fille fonça sur la route, dépassant les voitures, qui allaient dans Géodon, chez deux sens, et la klaxonnait, toutes, sans exception. Lorsqu'elle atteignit le pont, il y avait un long embouteillage et elle savait qu'elle arriverait trop tard. Par conséquent, Vanessa décida de tester ses compétences en parcours et sortit de la route. Le pont, puis survolant une poussette quelques secondes plus tard, il a atterri sur le trottoir. Effrayant. Assez bien les piétons, mais elle n'avait pas le temps de leur prêter attention, car elle voulait avoir le temps d'intercepter le garçon. Au même moment où la babysitter faisait du vélo, Cody était toujours dans le bus, se rapprochant de son but. Il lui semblait que ce voyage durait très longtemps et il s'ennuyait passablement pendant ce temps. Et après un moment, Vanessa était déjà arrivée à la station et commença à guetter de loin le bus dont elle avait besoin. Le transport en commun n'était pas encore arrivé et elle a eu le temps de garer son vélo. Elle a trouvé un endroit isolé pour son 2 roues, près de l'arrêt. Et elle a continué à pied. La jeune femme avait encore 1 minute à perdre avant l'arrivée du bus. Et elle se prépara à rencontrer le petit fugitif. Cette minute passa assez rapidement et le bus s'approcha du bon arrêt. Cody, qui était assis là, se préparait juste à sortir et s'étirer les jambes avant de partir. Tout pensif, le garçon, qui ne se doutait de rien, descendit bientôt les marches du bus et Vanessa était déjà assise à l'arrêt de bus. Et maintenant, elle s'apprêtait sérieusement à parler au garçon. Cody fut sérieusement effrayé quand il vit la nounou en face de lui, mais il ne pouvait pas comprendre comment elle l'avait trouvé si vite. La jeune femme se pencha seulement vers le garçon et lui demanda où il comptait aller tout seul. Puis, elle l'attrapa par le col et ajouta qu'il n'aurait plus de crème glacée après ça. Cody essaya de se libérer de son emprise, mais il n'y parvint pas et était en colère qu'elle ait froissé son costume. Vanessa assura au garçon qu'un costume froissé, en ce moment, était le cadet de ses soucis.
Il n'arrêtait toujours pas d'essayer de se libérer et cria pour que la nounou le lâche. Sans hésitation, la jeune femme secoua sa veste et le garçon en tomba à la courte. Même seconde, atterrissant sur ses fesses, le garçon ressentit une douleur désagréable, mais maintenant il était plus préoccupé par autre chose. Il se mit à crier à Vanessa qu'il la détestait, et la jeune femme admit qu'elle était très désolée d'entendre cela. Cody commença à pleurer et se roula en boule sur le trottoir, continuant de reprocher à sa nounou de ne pas l'avoir emmené avec elle, à cause d'elle. Mais Vanessa a objecté que son travail était de protéger le petit, et elle a aussi essayé de lui expliquer comment, dangereuses que fussent ses actions. Le garçon tenait toujours bon, affirmant que son père, qui était maintenant seul, était aussi en danger. La nounou a essayé de calmer Cody en lui disant qu'il y avait de nombreux gardes du corps aux côtés de son père, mais il pensait qu'ils étaient tous des traîtres. Puis le garçon a directement crié qu'après ce qui était arrivé à sa mère, son père ne pouvait tout simplement faire confiance à aucun d'entre eux. Après cela, Cody a répété les mots de l'oncle Johnny selon lesquels seule la famille est digne de confiance. Alors il a essayé de protéger son père. Vanessa a réalisé que, de l'avis du garçon, les gardes du corps avaient délibérément permis la mort de sa proie. Mère, elle a tenté de rassurer le garçon en lui disant que les gardes faisaient de leur mieux à l'époque, mais Cody a objecté en déclarant que elle ne savait rien en réalité. La jeune femme ne savait vraiment pas comment sa mère avait été tuée, mais elle comprenait les sentiments qu'il éprouvait. Mais Vanessa a décidé de convaincre le garçon qu'il avait tort et qu'elle savait quelque chose. Puis, s'asseyant à côté de lui, la jeune femme a sincèrement admis qu'elle-même n'était pas comme ses gardes qui l'avaient précédée. Elle a promis de protéger Cody de toutes ses forces, même si elle devait le sauver de lui-même. Puis elle a expliqué qu'il pouvait la détester, même se battre avec elle, mais qu'il ne pourrait pas lui échapper. Le garçon a objecté et a déclaré avec assurance qu'il essaierait quand même de s'échapper. Après cela, il y a eu un silence entre eux pendant quelques secondes, et ils se sont contentés de se regarder. Cody n'avait toujours pas le choix et, obéissant à la nounou, il est rentré à la maison avec elle. Après le dîner, Vanessa, comme d'habitude, a commencé à faire la vaisselle et le garçon a demandé à aller dans sa chambre. Naturellement, la jeune femme a essayé de le garder près d'elle. Bien qu'il ait juré qu'il ne s'enfuirait plus, la nounou n'avait aucun doute là-dessus, car elle n'allait pas le quitter des yeux jusqu'à l'arrivée de son père. Un peu plus tard, Vanessa a mis le garçon au lit et a allumé une lumière dans sa chambre pour qu'elle ne soit pas trop vive. Cody ne s'était toujours pas endormi. Il voulait attendre que son père le mette au lit à son retour. La jeune femme a promis au petit que dès qu'elle verrait son patron, elle lui transmettrait immédiatement le souhait de Cody, puis elle l'a laissé seul, et il s'est enroulé dans une couverture presque jusqu'à la tête et a senti qu'il était un peu fatigué de sa journée. Vanessa a également trouvé cette journée assez mouvementée, et elle a décidé de s'asseoir un moment, épuisée, juste à côté de la porte de Cody. L'infirmière se souvint également qu'elle n'avait pas dormi du tout les 2 nuits précédentes, ce qui la fatigua encore plus. Mais elle ne pouvait pas laisser Cody s'enfuir à nouveau. Ses paupières, cependant, étaient très lourdes et Vanessa décida de fermer les yeux un instant pour que la fatigue se calme au moins un peu. Sans s'en rendre compte, la jeune femme tomba dans un profond sommeil, à tel point qu'elle n'entendit plus rien. C'est dans cette position recroquevillée qu'elle fut trouvée devant la porte par M. Parallon. Sans toucher la nounou endormie, il décida de vérifier immédiatement comment allait son fils, et entra dans sa chambre. Le garçon n'était pas encore tout à fait endormi. Au moment où il commençait à s'assoupir, il entendit son père revenir. Oscar, se penchant sur lui, confirma qu'il était bien de retour, et Cody murmura qu'il lui avait manqué. Le père demanda à l'enfant comment s'était passée sa journée avec la nounou, et il admit qu'il avait failli se débarrasser d'elle. Puis le garçon ajouta que Vanessa était stupide, et qu'il avait essayé de s'enfuir pour aider son père. Oscar demanda à son fils comment il savait où il se trouvait, et il s'avéra qu'Adam entrait toujours les coordonnées GPS à l'avance, Parallon remarqua que son fils était rusé, et il admit également qu'il avait aussi surpris la conversation des gardes. Cela montra au père à quel point son fils était attentif, et il était fier de cette qualité chez lui. Ensuite, le garçon admit aussi que Vanessa l'avait attrapé, ne l'avait pas laissé aller sur la route, et l'avait ramené à la maison. Il était temps pour Oscar de partir, mais il promit à son fils qu'à son réveil, il le verrait, de nouveau à son chevet,
Après avoir souhaité une bonne nuit au petit, M. Parallon quitta sa chambre en fermant doucement la porte. Il restait une tâche non résolue, et l'homme devait faire quelque chose avec cette boule endormie dans sa jupe. Cependant, il n'était pas pressé et décida d'abord de remettre la chemise qu'il avait enlevée un peu plus tôt. La chemise était couverte de sang et Oscar ne voulait pas que son fils le voie dans cet état. Puis il regarda de nouveau Vanessa et, dans cette position, elle lui sembla pas plus dangereuse qu'un chaton. En même temps, M. Parallon comprit également que quoi qu'il arrive, son fils était en sécurité. Se penchant vers la jeune femme, il essaya de la réveiller avec des mots doux, en tentant de l'appeler. L'infirmière entendit le murmure de le patron à son oreille et ouvrit les yeux. Mais elle n'avait pas encore la force de se lever. Vanessa ne put que tourner la tête vers lui et réalisa qu'il était bien de retour. Après cela, Oscar aida la jeune femme à se relever et s'apprêtait à l'accompagner jusqu'à sa chambre pour qu'elle puisse s'allonger correctement. Mais Vanessa ne voulait pas que son patron s'occupe autant d'elle et dit qu'elle pouvait marcher seule. Il ne discuta pas avec elle et la laissa faire. Mais à peine l'eut-il lâchée que la nounou faillit tomber. En arrière, Oscar, sans se démonter, rattrapa la jeune femme pour qu'elle ne se blesse pas et insista pour la raccompagner. Vanessa était bien consciente qu'elle était devenue très faible et avait perdu beaucoup de force pendant ces 2 jours sans sommeil. En même temps, le patron ne la gronda pas car il comprenait que Cody voulait simplement le rencontrer et que la nounou, de son côté, avait décidé de mettre une balise dans la chaussure du garçon, ce qu'Oscar jugea très raisonnable, tenant toujours la jeune femme, qui s'endormait en marchant. Monsieur Parallon atteignit sa chambre. À un moment donné, la jeune femme fourra son nez dans ses vêtements et remarqua une odeur plutôt désagréable. Vanessa savait parfaitement de quelle odeur il s'agissait, car son patron sentait le sang. Oscar se contenta de sourire ironiquement, disant que l'odeur ne semblait pas aussi agréable à la jeune femme que celle des oranges. Après quoi, Vanessa le repoussa et tenta d'entrer dans la chambre par elle-même, en se tenant aux meubles. Elle ne cessait de marmonner que le petit Cody devait être tenu à l'écart de tout cela. Oscar se pencha de nouveau vers elle et lui demanda de ne pas crier à ce sujet si elle tenait à sa vie. La jeune femme fut même surprise que ces paroles aient vraiment semblé fortes. Elle ne l'avait pas remarqué à cause de la fatigue, bien que, dans le même temps, elle savait parfaitement comment sa voix devait sonner lorsqu'elle criait. Le patron ne voulut plus discuter avec elle et conseilla seulement à la jeune femme de bien dormir. Mais elle ne pouvait pas dormir dans cette maison, bien qu'elle-même tombait déjà de fatigue et rêvait d'aller se coucher. Elle essaya d'expliquer à son patron que quelqu'un l'observait constamment pour une raison quelconque, l'instant d'après. La nounou était allongée sur le lit et ne pouvait plus prononcer un seul mot. À ce moment-là, une seule pensée tourbillonnait devant ses yeux fermés. Elle devait dormir. Monsieur Parallon fut même un peu surpris que Vanessa ait pu comprendre qu'on la surveillait. Il pensait qu'elle avait une bonne intuition, et il en était content, car elle en aurait certainement besoin. Lui-même savait bien que la jeune fille avait encore beaucoup à faire, mais pour l'instant, il décida de la laisser dormir. Le lendemain matin, Vanessa était heureuse d'avoir enfin réussi à dormir, et elle se sentait maintenant moins fatiguée. Puis elle commença à se souvenir d'avoir été escortée jusqu'à sa chambre par M. Parallon, et elle s'est sentie embarrassée. De plus, ce soir-là, ses signaux internes d'alarme et de danger n'ont pas du tout réagi. Elle trouva cela assez étrange, car M. Parallon était l'homme dont elle devrait avoir le plus peur. Mais après avoir passé un peu de temps avec ses Gens, Vanessa réalisa qu'il n'était pas ce qu'elle avait imaginé, et Cody lui-même ne ressemblait pas à une victime ayant besoin d'être secourue et protégée. M. Parallon, qui était membre de la mafia, ne ressemblait pas non plus à un quelconque méchant. La jeune fille savait qu'il voulait la sécurité pour son fils, mais pour une raison quelconque, il l'avait emmené à Chicago, un vrai guêpier. En pensant à tout cela, il semblait de plus en plus à Vanessa que quelque chose c'est elle, mais elle n'arrivait pas à comprendre quoi. Puis elle s'est souvenue à nouveau du moment où son patron l'avait réveillée à la porte de Cody. Ceci a même rendu la jeune femme un peu honteuse, car à ce moment-là, elle a ressenti quelque chose. Elle ne devait pas oublier l'interdiction de l'académie concernant l'attachement émotionnel, mais il n'y avait plus de temps pour se laisser distraire. Vanessa savait qu'elle devait trouver des réponses. Vanessa allait rappeler à son patron l'accès complet, et cette fois, elle espérait l'obtenir. Au même moment,
Elle a décidé que son cœur devait devenir une pierre imprenable pour ces mafieux. En y pensant, elle n'a pas immédiatement remarqué Cody, qui est passé en trombe à côté d'elle dans un canard gonflable et l'a presque renversé. Le garçon était pressé d'aller quelque part, à tel point qu'il n'arrivait même pas toujours à prendre les virages, les heurtant avec son canard. Vanessa a décidé de comprendre immédiatement ce qui s'était passé et où le petit Cody se précipitait ainsi. Au même moment, Nourrice continuait d'appeler le garçon pour qu'il s'arrête et lui parle. Dans la poursuite, Vanessa s'est retrouvée dans la cour où il y avait une grande piscine et plusieurs chaises longues. Sur l'une d'elles, la jeune femme a immédiatement remarqué M. Parallon, qui était confortablement installé au soleil, devant sa silhouette bien bâtie et son excellente forme physique. La jeune femme fut même confuse un instant en le voyant. Oscar lui expliqua qu'aujourd'hui c'était leur journée piscine et qu'il ne faisait rien d'autre, d'autant plus qu'il voulait se reposer après les événements de la nuit précédente. Quand il remarqua à nouveau une voiture inconnue près du portail. Oscar était toujours réveillé et aimait parfois regarder par la fenêtre, et c'est là qu'il remarqua le véhicule de quelqu'un d'autre. Cette voiture s'arrêta près de sa maison pour la 3e fois en une semaine. Monsieur Parallon ne trouvait pas étrange que les mystérieux observateurs n'essaient même pas de se cacher. En même temps, il dessina une sorte de tableau d'enquête sur la carte, sur lequel il marqua tous les événements, et après un moment, son travail commença à porter ses fruits et une image plus compréhensible se dessina, jetant un nouveau coup d'œil à la carte et au marqueur. Oscar pensa même qu'il en avait trop fait, puis il alla le dire à son fils qui était toujours impatient de passer du temps avec son père. Monsieur Parallon promit au petit qu'ils se reposeraient certainement ensemble le lendemain, et maintenant, alors qu'ils se détendaient dans la piscine, Vanessa ne comprenait toujours pas pourquoi c'était ce jour-là. Après tout, la piscine était dans la cour en permanence, et à tout moment on pouvait venir ici pour nager et bronzer. Puis la jeune femme tourna son attention vers Cody, qui sauta dans l'eau en faisant une bombe, avec élan. Son saut projeta immédiatement de nombreuses éclaboussures qui atteignirent également Vanessa, la mouillant presque. Cependant, elle décida de profiter du fait qu'Oscar serait avec son fils toute la journée et demanda de nouveau l'accès au système. Vanessa décida de commencer par une analyse préliminaire des vulnérabilités et des recommandations d'amélioration. Monsieur Parallon se contenta de sourire et dit que la jeune femme ne comprenait rien. Retirant ses lunettes de soleil et les plaçant à côté de lui, il se pencha plus près de la jeune femme pour qu'elle puisse bien l'entendre. Puis Oscar répéta une fois de plus qu'aujourd'hui, c'était leur journée piscine et que personne ne devait travailler. Après quoi, il se dirigea lui-même vers la piscine pour se rafraîchir le corps après être resté un moment au soleil. Vanessa ne comprenait toujours pas en quoi cela la concernait, puisqu'elle n'était pas membre de leur famille. C'est alors que le chauffeur apparut sur le seuil et comprit immédiatement que la nounou assistait à un tel événement. Pour la première fois, la jeune femme supposa que c'était planifié selon un horaire, mais Adam expliqua que ces jours-là étaient complètement. Puis il tendit une serviette à la nounou en lui expliquant qu'il l'avait apportée spécialement pour elle et qu'elle devrait se joindre à eux. Au même moment, le chauffeur a remarqué qu'elle aurait un peu chaud dans son uniforme, donc il serait préférable pour elle de se changer. Vanessa a de nouveau tourné son attention vers M. Parallon et a pensé qu'elle ne pouvait pas rester tranquillement à côté de lui maintenant. Alors, elle a commencé à expliquer au chauffeur qu'elle avait en fait beaucoup de travail et qu'elle ne pouvait pas rester. Mais Adam a décidé d'expliquer les choses plus en détail à la jeune femme, en ajoutant la raison pour laquelle il ne franchissait pas ce seuil. Le fait est que quelqu'un qui est allé à la piscine un jour, comme celui-ci, ne peut plus simplement repartir. Vanessa ne comprenait toujours pas cette étrange règle, mais c'était tout l'intérêt de la journée piscine. Le chauffeur a alors commencé à raconter qu'Oscar et Cody mangent dans la piscine, et y dorment aussi, mais la nounou ne voulait toujours pas participer à cela, et immédiatement Madame Kenneth est apparue, décidant que Vanessa était d'accord. Puis, sans franchir le seuil, elle a demandé à la jeune femme de passer le café à M. Parallon. Vanessa était tout aussi réticente à accepter et à essayer de forcer le passage devant Adam, mais il lui a bloqué le chemin vers la sortie, réalisant qu'elle n'y arriverait pas. La nounou a demandé qu'on lui apporte son ordinateur portable, mais a découvert que le matériel électronique n'était pas non plus autorisé. Ce jour-là, c'est alors que Cody s'est approché d'elle et lui a proposé de plonger avec lui pour un anneau, pensant que ce serait amusant. Et puis, derrière son dos, elle a entendu la voix d'Oscar qui a laissé entendre qu'elle ne pourrait pas s'échapper d'ici. Le garçon a alors crié
que la journée au bord de la piscine était considérée comme sacrée et que la nounou n'avait plus qu'à se changer. Parallon a immédiatement montré l'une des portes, expliquant qu'il y avait un vestiaire un peu plus tard, debout dans son maillot de bain. Vanessa a réalisé que ses plans pour obtenir des réponses aujourd'hui avaient échoué et elle a décidé d'essayer de s'entendre avec Cody, à la place, afin qu'il ne lui soit pas si étranger. En s'approchant de l'eau, elle a vu que le garçon tenait 3 anneaux dans ses mains et l'a de nouveau invité à jouer. Pendant ce temps, Oscar, sirotant son café, observait avec intérêt les agissements de son fils et de sa nounou, et Vanessa était déjà prête à sauter dans l'eau, décidant de le faire avec un peu d'effet l'instant. D'après, elle fendait l'air avec ses mains et descendait rapidement vers l'eau. Parallon observait avec curiosité, alors que la fille plongea la tête la première et quelques secondes après que la nounou ait disparu sous l'eau. Elle refit surface. Avec un anneau dans les mains, Cody demanda immédiatement si son père avait vu tout ça, et il hocha la tête affirmativement. Puis le garçon dit à la nounou qu'il serait capable d'attraper le prochain anneau avant elle. L'instant d'après, ils étaient tous les deux sous l'eau, chacun essayant d'atteindre l'anneau le plus vite possible. Et quand ils remontèrent, le garçon remarqua qu'il lui manquait définitivement quelque chose, pendant qu'ils étaient sous l'eau et qu'il était emporté par la capture de l'anneau, la bouée. Nounou réussit à lui retirer sa bouée canard. Maintenant, elle le taquinait même d'une manière enfantine, en essayant de jouer, mais cela ne fit que mettre le garçon en colère. Pourtant, elle ne se sépara pas du canard et rejoignit bientôt le propriétaire, pour bronzer sur une chaise longue. Oscar remarqua qu'il s'amusait et Vanessa nota que le garçon avait beaucoup d'énergie, et pendant que les adultes se reposaient, Cody continuait de barboter dans l'eau, ne voulant absolument pas en sortir. Puis Oscar se souvint que récemment, la jeune femme était très désireuse d'obtenir l'accès à son système de sécurité. Cela lui parut même un peu suspect, car il en déduisit que la nounou avait des arrière-pensées pour se rapprocher de lui. À ses yeux, motte. Vanessa arrêta même de mâcher son sandwich, car le patron lui-même avait promis de lui donner un accès complet après avoir écouté la jeune femme. Oscar s'étala sur était certainement une blague de sa part. Mais Vanessa, qui le savait sérieux, ne pouvait pas croire qu'il plaisantait pendant un moment. Elle a même pensé que son patron avait été remplacé et que maintenant, une personne complètement différente était assise en face du Elle, Adam, le chauffeur, est réapparu sur le pas de la porte et a demandé au patron de lui parler. Le chauffeur ne dérangeait jamais Oscar juste, comme ça, et il s'est immédiatement levé et est venu voir ce qui s'était passé. Vanessa a même pensé qu'après toute cette agitation, M. Parallon allait simplement partir, tout comme Cody. Adam a brièvement expliqué l'essentiel de l'affaire et a conseillé que le patron avait besoin de le voir lui-même. Mais Oscar ne pouvait pas partir d'ici car aujourd'hui c'était le jour de la piscine. Mais ensuite, il entendit les paroles de son fils qui lui conseilla également d'y aller. M. Parallon était même un peu content que son fils le comprenne. Et comme il n'était pas en colère, il a accepté. Mais avant de partir, il s'est tourné vers Vanessa et lui a demandé de veiller sur le garçon. Puis il a rapidement disparu derrière les portes, et la jeune femme a eu le temps de remarquer que son patron semblait un peu effrayé au même moment. Vanessa était bien consciente que quelque chose s'était passé et que ce n'était rien de bon, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait.